Bonsoir, je commence par le point sur la situation internationale de la pandémie Covid-19. La pandémie s'accélère au niveau mondial avec près de 212 000 cas confirmés ce soir, 81 000 en Chine, plus de 130 000 hors de Chine. 157 pays sont touchés. L'Europe est l'épicentre de cette pandémie désormais, avec plus de 76 000 cas et plus de 3 500 morts. Le pays le plus touché en nombre absolu de cas, après la Chine, est l'Italie, 35 700 cas ce soir, puis l'Iran, 17 361, l'Espagne, 13 910 cas, l'Allemagne, 11 302 cas. En termes de mortalité, plus de 8 724 décès ont été confirmés, 3 200 en Chine, plus de 5 500 hors de Chine. Les pays les plus touchés en dehors de la Chine sont l'Italie, 2 978 morts, l'Iran, 1 135 morts, et l'Espagne, 623 décès. En France, vous savez que nous avons désormais une épidémie qui s'étend sur le territoire national et qui s'aggrave rapidement. Nous avons donc un objectif très clair: atténuer et décaler les effets de la vague en cours pour la médecine de ville et pour l'hôpital, et en particulier les réanimations. Et donc on vous demande vraiment impérativement de respecter le confinement et, lorsque vous sortez exceptionnellement, de respecter les mesures barrières et la distanciation obligatoire de 1 mètre, qui n'est pas encore suffisamment respectée devant les commerces ou dans les commerces. Nous avons mobilisé tout le dispositif de santé, tous les professionnels de santé, tous les établissements de santé. Aujourd'hui, plus de 4000 tests ont été réalisés dans la journée, avec un total de 42 500 tests depuis le début de cette épidémie. Nous avons fortement mobilisé les réanimateurs pour anticiper et prendre en charge les malades les plus graves. Nous avons mobilisé au plan national la réserve sanitaire et fait appel aux candidats. Nous vous demandons aussi, pour les professionnels de santé, de vous inscrire sur DGS Urgent pour obtenir toutes les informations actualisées. Aujourd'hui, nous avons 9 134 cas confirmés par PCR. 3 626 personnes sont hospitalisées pour une infection de type Covid. 931 cas graves sont en réanimation, mais 5 500 personnes sont à domicile, confinées parce qu'elles sont malades ou guéries. Et par ailleurs, le nombre de retours à domicile de personnes guéries augmente, puisque nous sommes à 1000 ce soir. L'épidémie est donc rapide, avec un doublement du nombre de cas tous les jours. Nous avons toutes les régions désormais touchées, que ce soit en métropole ou pour l'outre-mer. Et les 6 régions les plus touchées sont toujours les mêmes: l'Île-de-France, le Grand Est, la Corse, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 50% des malades en réanimation ont moins de 60 ans et nous déplorons 264 décès ce soir, dont 7% qui touchent des personnes de moins de 65 ans. Depuis hier midi, des mesures de confinement strictes sont en vigueur pour freiner massivement la propagation du virus. Les consignes de ce confinement national sont très claires: restez chez vous pour éviter d'autres décès, pour éviter d'autres cas graves en réanimation. Les seuls déplacements autorisés, munis d'une attestation, sont ceux liés au travail, quand le télétravail est impossible et que vous avez besoin impérativement de travailler, aux achats de première nécessité, mais pas tous les jours, aux rendez-vous médicaux pour votre suivi, ou à la pratique exceptionnelle d'un exercice physique individuel et non pas collectif, à la garde d'enfants ou au soutien de personnes vulnérables ou dépendantes. Ce n'est qu'avec cette discipline très stricte et la complète mobilisation de tous les citoyens que nous pourrons nous protéger les uns les autres et soutenir absolument le personnel de santé qui est en première ligne dans cette guerre contre le virus et qui ne compte pas ses heures pour soigner nos malades. C'est certes un sacrifice pour certains aujourd'hui, mais ça sauvera des vies demain, et donc c'est un combat de tous les jours de l'ensemble de la communauté nationale. Cette situation sans précédent appelle à la plus grande responsabilité de chacune et chacun d'entre nous pour veiller sur nos personnes âgées ou sur les personnes fragiles, pour veiller sur nos proches et pour faire rempart autour d'eux contre le virus.
Vous le savez, la région Grand Est est particulièrement touchée. Elle bénéficie de mesures de soutien et de solidarité nationale. Le président de la République l'a annoncé, un hôpital militaire est en cours de projection. Il ouvrira en fin de semaine prochaine. Nous avons organisé aujourd'hui, grâce au ministère des Armées, une évacuation de 6 personnes en situation grave de réanimation vers les hôpitaux d'instruction des armées du sud de la France. Le service de santé des armées livre d'ailleurs en ce moment 20 respirateurs lourds vers la région Grand Est. Donc un grand merci pour les efforts fournis par les armées. Un message important de solidarité nationale que je voudrais passer maintenant, c'est un appel à un effort national majeur en matière de don du sang et de plaquettes. La collecte du sang doit absolument se poursuivre, c'est vital tous les jours pour de très nombreux patients, dont des patients en réanimation. Les déplacements de citoyens se rendant dans un lieu de collecte sont autorisés au motif de l'assistance aux personnes vulnérables, en renseignant évidemment l'attestation de déplacement dérogatoire, ou une déclaration sur l'honneur, ou une convocation du centre de transfusion. Le besoin en sang est constant. La collecte de sang ne peut être interrompue durant la période de confinement. Les réserves actuelles en globules rouges sont de moins de 15 jours et celles de plaquettes de moins de 3 jours. Les sites de l'établissement français du sang restent ouverts et attendent donc les donneurs de sang. Votre mobilisation est essentielle. D'avance, un grand merci. Enfin, je tiens à vous rappeler la bonne conduite concernant le port de masque. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques chirurgicaux, des masques de protection de type P2, de type P3 parfois. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. J'aimerais rappeler que seul le personnel soignant et les malades dans leur chambre ont besoin de porter un masque. Pour les personnes qui circulent non contaminées, il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières, c'est le lavage des mains très régulier, c'est le maintien de cette distance sociale d'1 mètre partout et tout le temps qui n'est pas respectée. On le voit dans les files d'attente, on le voit devant les magasins, et le respect strict des mesures de confinement avec cet objectif de voir le moins de personnes extérieures à votre foyer possible chaque jour. Je suis conscient que l'approvisionnement en masques suscite, à raison, beaucoup de questions et parfois même des inquiétudes vives. Je tiens à rassurer sur ce sujet, notre stratégie est de fournir en priorité des masques aux professionnels de santé dans les zones où le virus circule le plus activement, pour les professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients Covid en ville, à l'hôpital, les structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles et aussi, bien sûr, les services d'aide à domicile. Les approvisionnements vers les centres hospitaliers et les officines sont en cours. Depuis lundi, nous acheminons vers toutes les officines du territoire métropolitain plus de 12 millions de masques, dont 1,6 million de masques P2 et 10,7 millions de masques chirurgicaux. Plus d'une dizaine de millions de masques sont aussi livrés vers les hôpitaux. Toutes les livraisons sont en cours ou effectuées déjà, et les personnels de santé seront en capacité de se procurer des masques dans leur officine. Aujourd'hui, le ministère des Armées a aussi déstocké 4 millions de masques sur l'ensemble du territoire et je tiens à les en remercier sincèrement. À la suite de plusieurs propositions que nous avons reçues, je voudrais aussi dire que chacune et chacun d'entre vous qui bénéficiez de masques pour plusieurs raisons, dans votre entreprise ou pour des raisons de particuliers ou dans des institutions, si vous avez un stock de masques dont vous ne vous servez pas, n'hésitez pas à les donner aux établissements de santé, aux hôpitaux ou tout simplement à la pharmacie la plus proche. Ils bénéficieront ainsi aux soignants. Un grand merci donc à votre élan de solidarité et je tiens enfin à remercier la Chine puisque nous avons reçu aujourd'hui un don qui est arrivé sur le territoire français d'1 million de masques. Je vous remercie. Une question de Ouest France. Le président de la République a annoncé 15 jours de confinement. La question est, est-ce raisonnable d'annoncer 15 jours seulement alors que les scientifiques annoncent que ce sera une période plus longue ? Je crois que le président de la République a à chaque fois pris des mesures basées sur un rationnel scientifique et sur des avis d'experts. Nous savons tous que la durée maximale d'incubation est de 14 jours et que donc si les mesures de confinement strictes sont appliquées, on devrait commencer à avoir un impact à l'issue de ce délai.
Il faut être prudent parce qu'effectivement, il reste un certain nombre d'interactions. J'en appelle effectivement à la responsabilité de nos concitoyens, puisqu'il y a encore beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, beaucoup de contacts sociaux et beaucoup de personnes qui ne respectent pas les fameux 1 mètre. Donc il faut encore réduire le nombre d'interactions, être très attentif dès lors que vous êtes dehors, dès lors que vous êtes en réunion, dès lors que vous êtes au travail, à garder cette distance systématique de 1 mètre, parce qu'on peut être porteur, parce que votre voisin peut être porteur sans s'en rendre compte, sans le savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent, que nous allons réévaluer l'impact de cette mesure. Nous avons des exemples, les exemples chinois, où effectivement aujourd'hui, Wuhan par exemple, ou la province de Hubei ne rapporte quasiment plus de cas. Nous avons des exemples aussi de villages ou de villes italiennes qui ont mis en place des mesures de confinement drastiques avec désormais des résultats positifs. Et donc, comme depuis le début de l'épidémie, nous serons basés sur une évaluation scientifique de la courbe épidémique qui, comme vous l'avez vu ce soir, continue à accélérer parce que les mesures que nous prenons aujourd'hui n'ont pas d'impact immédiat. Et donc, nous verrons si la mobilisation forte de l'ensemble de la communauté nationale permettra de réduire massivement les contacts et donc de casser la cinétique de l'épidémie. Question de RTL. Les médecins généralistes accusent réception des masques dans les pharmacies, mais dénoncent le rationnement. Exemple, 18 masques par semaine. Ils disent que ce n'est pas tenable, que ça soit dans une zone de cluster ou pas. Que répondez-vous à ça? Et combien de masques distribués actuellement? Proportion masques chirurgicaux FFP2. Vous l'avez dit, si vous peut-être le répéter. C'est effectivement une situation très difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, nous avons une ressource rare. Il faut dire que le masque est une ressource rare. C'est pourquoi l'usage sans raison de masque peut choquer les professionnels de santé et choque les professionnels de santé. Deuxièmement, nous déstockons actuellement le stock stratégique de masques chirurgicaux. Nous avons des commandes en cours, nous avons des entreprises en France qui produisent de plus en plus de masques sur le territoire national. Donc nous avons une période difficile à traverser. C'est pourquoi il faut être le plus attentif possible au bon usage des masques, qui sont vraiment des ressources précieuses, une denrée rare. Il faut les réserver aux professionnels et donc toute personne qui a des masques peut les rapporter à des professionnels ou à la pharmacie. Et enfin, je vous le rappelle, nous favorisons massivement la téléconsultation et le télésoin. Ça veut dire quoi? Vous êtes malade, vous avez de la fièvre, vous avez mal partout, vous avez mal à la tête, vous pensez être atteint du coronavirus, faites une téléconsultation. Ça n'a pas beaucoup de sens en période d'épidémie que de se dire je vais prendre un taxi, je vais prendre un bus, je vais aller jusqu'au cabinet de mon médecin, je vais me retrouver en salle d'attente. Tout ça n'est pas logique. Parce que d'abord, on expose son médecin, on expose les voisins, on expose les proches dans les transports, on expose potentiellement des malades en salle d'attente. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses par la télémédecine, par la téléconsultation, par le télésoin, que ce soit un médecin, que ce soit une infirmière, que ce soit une sage-femme. L'objectif est de se protéger, de rester confiné et de protéger les professionnels de santé. Donc on est vraiment dans un changement important de comportement, mais il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est dans une épidémie et qu'un malade qui va bien, qui ne présente pas de signes de gravité, qui est à la maison, peut parfaitement bénéficier de conseils par téléphone de son médecin traitant ou d'un autre médecin, du pharmacien ou d'autres professionnels de santé et vraiment rester à domicile et éviter tout contact avec d'autres personnes. Pour France Info, le président de la République a annoncé la prise en charge des taxis et hôtels pour les professionnels de santé. À partir de quand cela commence-t-il? Alors c'est déjà en cours d'organisation, en particulier dans les grandes villes. C'est moins le cas et c'est moins utile potentiellement dans des villes moyennes, puisque les professionnels de santé sont à proximité immédiate, par exemple, de l'hôpital. Mais il y a un élan de solidarité formidable et je tiens à le saluer. Des propriétaires qui donnent possibilité à des infirmiers ou des aides-soignants de dormir dans des logements disponibles, des hôtels qui fournissent des chambres d'hôtel gratuites en face de l'hôpital, et effectivement des compagnies de transport, des compagnies de taxis, des compagnies de VTC qui proposent de prendre en charge gratuitement, ou l'hôpital qui évidemment peut prendre en charge les transports des soignants. Donc le président de la République l'a dit, et je crois que c'est vraiment très important, il faut tout faire pour faciliter le quotidien des soignants, et j'ai même eu des retours très touchants de voisins qui s'organisent pour préparer des repas et les déposer sur le palier des infirmières. Je pense que tout ça participe à améliorer le quotidien des soignants qui sont mobilisés en première ligne. Pour RFI, est-ce que les biologistes sont assez équipés pour utiliser les nouveaux tests?
Alors, sur les biologistes qui font partie des professionnels qui peuvent bénéficier, en tant que pharmacien ou médecin, de masques, là aussi, on avait une doctrine très claire, c'est qu'effectivement, vous avez vu, on augmente notre capacité de test, puisqu'on a fait 4000 tests aujourd'hui, nous en faisions 1000 il y a quelques jours. Cette capacité de test, elle est effectivement en train de progresser. Nous avons des tests rapides qui arrivent sur le marché. On est évidemment très attentif à l'innovation sur les tests rapides ou l'accessibilité des tests. Et évidemment, là encore, on propose plutôt un test à domicile si c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est nécessaire chez les personnes fragiles, mais pas forcément pour des personnes qui ne présentent aucun signe de gravité ou aucun facteur de risque. Mais effectivement, on privilégie un test à domicile plutôt que la personne ait besoin de se déplacer au laboratoire d'analyse médicale, puisque vous savez que dans une salle d'attente de laboratoire d'analyse médicale, par définition, il y a des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, qui sont fragiles, et donc on évite là encore de sortir, on reste confiné, et si besoin, si le médecin considère qu'il doit prescrire un test, c'est plutôt une infirmière qui vient réaliser le test protégé à domicile. Question pour les échos. Concernant les chiffres sur les soignants, combien de soignants sont malades et par profession? Alors, on n'a pas les statistiques de malades par profession de santé. Il faut rappeler que les soignants sont des hommes et des femmes comme les autres et qu'on a beaucoup de contamination communautaire avec les enfants ou les conjoints qui sont malades. Donc, c'est un point important. On ne se contamine pas en milieu hospitalier et en particulier pour les autres malades qui viennent se faire suivre. Il faut contacter votre service si vous êtes dialysé, si vous êtes suivi en maternité et vérifier avant avec votre service que vous pouvez venir, parce que l'hôpital est évidemment très mobilisé et les filières doivent être bien définies, mais il y a un impératif pour nous qui est de protéger les soignants, en particulier les soignants qui sont mobilisés auprès des malades Covid dans les hôpitaux, et donc il y a effectivement parfois des soignants qui, notamment à Mulhouse, parce qu'il y a une communauté, il y a une circulation communautaire importante, ont été victimes d'une transmission en ville du coronavirus. Et donc, les hommes et les femmes qui sont des soignants sont comme les autres et doivent effectivement être attentifs à leurs symptômes. Donc, on est très attentif aussi à ce que les personnes malades soient prises en charge, que les personnes puissent rester à domicile. Il y a une magnifique mobilisation des professionnels de santé, mais ce sont aussi des femmes comme les autres et donc ils ont aussi parfois besoin d'être confinés et de rester à la maison pour se soigner. Une question de BFM TV. Est-ce qu'il y a des consignes de priorisation de l'accès aux soins critiques pour les soignants? Il y aurait une note, peut-on la consulter? Alors, c'est un travail qui est permanent. Vous savez que la réflexion sur qui peut aller en réanimation en termes de profil clinique et de pronostic vital, c'est une réflexion quotidienne en réanimation. Par contre, il y a effectivement une réflexion internationale et une réflexion nationale sur, avec les sociétés savantes qui travaillent ensemble. Les sociétés savantes, ce sont les pneumologues, ce sont les infectiologues, ce sont les réanimateurs qui se réunissent pour réfléchir à la prise en charge optimale des malades. C'est surtout ça le sujet. Qui doit être surveillé, qui doit être hospitalisé en fonction du terrain à risque, qui peut ou non bénéficier de la réanimation, de certaines indications de traitement, de certaines limitations de traitement. Et donc c'est un travail qui doit vraiment être porté par les soignants, pour les malades, avec une réflexion éthique qui est évidemment sous-jacente et qui est majeure. Le Comité consultatif national d'éthique s'est aussi réuni sur ce sujet. L'objectif est de permettre une démarche nationale, une décision éclairée en réanimation, d'une part dans un contexte totalement inédit qui est celui de l'épidémie coronavirus, mais surtout pour qu'il y ait une démarche homogène portée par les sociétés savantes, avec une réflexion éthique très importante, et prévenir l'épuisement des professionnels de santé, parce que un réanimateur à 3 heures du matin, il a besoin aussi d'avoir des recommandations nationales, homogènes, validées, qui lui permettent de prendre en charge de façon vraiment optimale les malades qui se présentent à lui. L'APM souhaite avoir des données précises sur les événements indésirables graves liés à la prise d'anti-inflammatoires. Alors, sur la prise des anti-inflammatoires, premier message, et je précise le message du ministère, on souhaite éviter toute automédication. Il y a des personnes qui ont des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des corticoïdes pour des pathologies chroniques. Évidemment, ces personnes doivent poursuivre leur traitement et se rapprocher de leur médecin traitant, mais il n'y a pas d'indication ce soir à leur demander d'arrêter.
Par contre, il y a une réflexion des infectiologues depuis plusieurs années sur le fait qu'on observe des infections plus graves chez des personnes qui prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans indication, sans raison, en particulier en automédication. Et ça s'est vu pour des infections de la peau et des tissus mous, pour des infections pulmonaires. Il y a un rapport de pharmacovigilance qui a été rendu public il y a quelques mois par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et puis, il y a eu quelques alertes de professionnels de santé, de réanimateurs en particulier, qui ont détecté des cas plus graves chez des patients atteints de coronavirus qui avaient pris eux-mêmes tout seuls des anti-inflammatoires quelques jours avant leur hospitalisation en réanimation. C'est pourquoi on a effectivement lancé ce message d'alerte. Ne prenez pas tout seul d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et d'ailleurs, de façon générale, ne prenez pas tout seul de médicaments sans demander un conseil téléphonique à votre médecin ou à votre pharmacien. Une autre question de l'APM. Est-ce qu'il y a des risques de tension d'approvisionnement pour le paracétamol ? Alors là aussi, on est attentif aux comportements, les comportements de stockage de certains de nos concitoyens qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de rupture de paracétamol, il n'y a pas de tension sur le paracétamol, mais par contre, faire des stocks de paracétamol n'a pas de sens. C'est pourquoi, dans ce contexte totalement inédit, l'Agence du médicament a demandé aux officines d'être attentives à la délivrance des boîtes de paracétamol, délivrance sur ordonnance, délivrance sur présence de symptômes, mais pas délivrance de multiples boîtes de médicaments, parce que premièrement, ça n'a pas de sens, et deuxièmement, vous le savez, le paracétamol n'est pas non plus un médicament anodin. Il faut respecter la posologie, et on peut avoir des effets secondaires graves si l'on dépasse cette posologie. Donc d'une façon générale, pas d'automédication, et à chaque fois, un appel à son médecin traitant ou un conseil téléphonique auprès de son pharmacien pour éviter les effets secondaires graves. Une question de France 3. Y a-t-il des tensions en réanimation et également des tensions au niveau du matériel de réanimation dans d'autres régions que le Grand Est, notamment en PACA vers Montpellier? Non, alors vous savez que effectivement la région Grand Est est celle qui nous préoccupe le plus, puisqu'il y a eu très très fortement des admissions en grand nombre en réanimation. Ça a été le cas à Mulhouse, c'est aussi le cas à Colmar, c'est le cas à Strasbourg. Il y a une très forte mobilisation de l'ensemble de ces établissements de santé en Alsace, mais plus largement sur toute la région Grand Est, pour aider en particulier les hôpitaux de Mulhouse et de Colmar. Donc il y a des transferts de malades qui ont déjà eu lieu. Aujourd'hui, 6 malades graves par avion vers le sud, mais aussi des transferts entre hôpitaux, des transferts par SAMU, des transferts par hélicoptère, pour soulager les hôpitaux de Mulhouse et Colmar. Il y a aussi beaucoup de mobilisation de soignants auprès de ces hôpitaux. Et puis il y a de l'envoi de renforts, puisque le président de la République l'a annoncé et cet hôpital se prépare. Il y aura un hôpital militaire en soutien à l'hôpital de Mulhouse, qui sera à proximité immédiate de l'hôpital de Mulhouse. Et il y a des envois de matériel, de respirateurs lourds, en particulier de respirateurs qui viennent du service de santé des armées, et donc qui vont permettre aux réanimateurs alsaciens de bénéficier de matériel nécessaire. Une question de l'usine Nouvelle. Est-ce que la France peut réquisitionner les respirateurs comme les masques ? Alors la France pourrait effectivement réquisitionner les respirateurs. On a actuellement un recensement de respirateurs et un recensement des lits qui nous montre qu'on a encore une capacité importante en lits, plusieurs centaines de lits disponibles en réanimation, plusieurs centaines de lits disponibles en soins intensifs et en soins continus. Pourquoi ces lits disponibles ? Parce qu'on a massivement déprogrammé. On a demandé d'arrêter toutes les interventions chirurgicales non urgentes. Donc ça libère des lits de réveil, ça libère des places de bloc opératoire, ça libère surtout beaucoup de compétences humaines, des anesthésistes, des infirmières de bloc opératoire, des infirmières anesthésistes, et le matériel de réanimation qui est destiné en général au bloc opératoire et au réveil. Donc sur la partie importante de lits et de respirateurs, aujourd'hui, nous avons une marge par rapport aux besoins exprimés. Mais par contre, vous l'avez vu, il peut y avoir des régions en tension, et c'est pour ça qu'on est attentif à être immédiatement en soutien, en solidarité à la région la plus touchée. Le Grand Est est très touché. L'Île-de-France commence à être aussi de plus en plus touchée. Donc on est aussi attentif à ce qu'en Île-de-France, il reste toujours une marge importante de lits de réanimation et de matériel. Et le personnel francilien de santé est déjà très mobilisé. Une question du quotidien espagnol El País, qui souhaiterait avoir des chiffres plus précis sur l'âge des personnes en réanimation et des personnes décédées.
Donc, c'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, avec une médiane aux alentours de 60 ans pour les patients en réanimation. Ça veut dire que 50% des patients en réanimation ont moins de 60 ans et 50% ont plus de 60 ans. Donc, on voit qu'on peut avoir des cas graves chez des sujets adultes, voire adultes jeunes. En ce qui concerne les décès, 7% des 264 décès déplorés ce soir, recensés ce soir, ont moins de 65 ans. 2. Allons-nous prendre des mesures supplémentaires dans les EHPAD suite aux nombreux témoignages que l'on peut entendre? Alors les EHPAD font un travail très important et tout à fait inédit, puisque vous le savez qu'on a fermé, entre guillemets, les EHPAD à toute visite extérieure. Donc c'est un contexte très particulier. Il n'y a plus de visite extérieure, il n'y a plus de visite de famille, il n'y a plus que des appels. C'est déjà difficile pour les résidents, c'est difficile évidemment pour le personnel. Le personnel qui va bénéficier effectivement de mesures de protection et d'équipements de protection en tant qu'établissements médico-sociaux. Il y a une réflexion à apporter pour soutenir psychologiquement les équipes, et elles sont déjà très mobilisées en cas de situation de foyer au sein des EHPAD. Et puis, il y a une organisation qui est en cours dans la plupart des grands établissements pour prendre en charge les malades, avoir des secteurs dédiés à la prise en charge des malades et organiser la prise en charge médicale avec les médecins traitants et avec les hôpitaux de proximité pour optimiser la prise en charge des résidents. F1, concernant le stock d'État, nous avons recueilli de nombreux témoignages de soignants qui n'ont plus de masques. Certains estiment que le gouvernement cache la vérité sur les stocks d'État. Y a-t-il une pénurie? Il y a une tension, il n'y a pas une pénurie. On est très attentif, comme je vous le disais, à déstocker en priorité le stock stratégique de masques vers les zones les plus touchées. Et il y a effectivement des circuits un petit peu complexes qui ont dû se mettre en place, mais qui maintenant sont efficaces, de livraison vers les CHU, de livraison vers les groupes hospitaliers de territoire dans chaque département, de livraison vers les officines. Et puis par ailleurs, vous savez, il y a des arrivées de masques. J'ai cité le 1 million de masques arrivés aujourd'hui à Paris de Chine. Il y a la livraison en cours de 4 millions de masques militaires. Il y a cette livraison en cours de près de 25 millions de masques destinés à la fois aux officines et aux centres hospitaliers. Donc tout ça est en place. Il y a aussi les commandes que nous avons passées aux entreprises qui sont sur le territoire français. Et puis, il y a des commandes qu'on a fait aussi à l'international. Donc, il y a une période de tension et de mise en place de ce circuit de délivrance. Il y a aussi à comprendre la doctrine d'utilisation des masques, réservés aux soignants, réservés à la prise en charge des malades, et donc vraiment priorité aux soignants. Quand on voit des masques P2 et des masques P3 dans la rue pour des personnes qui font du vélo, c'est vraiment le cœur serré que les soignants nous le disent, et ils ont raison. Donc là encore, télémédecine, téléconsultation, bon usage du masque, c'est un bien précieux. Nous faisons tout pour obtenir des masques en nombre pour les soignants et pour les bonnes indications. Et donc, nous sommes évidemment très attentifs à ce point majeur pour la prise en charge des patients et évidemment pour la protection des soignants. Alors, toujours sur les masques et les soignants, un soignant utilise 5 à 6 masques par jour. Sachant que les médecins et les infirmiers représentent 1 million de personnes, il faudrait donc 6 millions de masques par jour, soit 42 millions par semaine. Comment peut-on fournir le matériel nécessaire sur la durée? Alors, c'est effectivement cette doctrine d'utilisation des masques qui change, parce qu'on n'a plus les mêmes façons de travailler quand on est dans un secteur de prise en charge du coronavirus que quand on est d'habitude avec un malade qui a la tuberculose, par exemple. Donc, ce sont des changements de pratique à la fois en milieu hospitalier et en milieu de médecine de ville qu'il va falloir intégrer rapidement. Nous avons partagé cette doctrine avec les professionnels de santé. Nous sommes conscients que c'est un changement profond, mais nous avons une épidémie totalement atypique et inédite. En milieu hospitalier, il y a désormais des secteurs entiers de prise en charge du coronavirus où le port de masque est finalement constant, alors que d'habitude, on jetait beaucoup de masques à chaque entrée et sortie de la chambre. Même chose en ville. On peut imaginer qu'on compte le nombre de masques par consultation, mais aujourd'hui, on bascule sur quelque chose de totalement, là aussi, inédit, qui est de la téléconsultation. Donc on encourage vraiment et le professionnel de santé et le malade à rentrer dans cette logique qui est que finalement, on n'a pas forcément besoin de se voir, donc pas forcément besoin de masque, puisque l'essentiel peut se faire à distance par téléphone. Question pour RMC. Le professeur Salomon, donc vous, avez parlé de dépistage massif en fin de confinement. Quel serait l'objectif et avec quels moyens?
Alors, en fin de confinement, parce qu'il y aura un jour une fin de confinement comme il y aura un jour une fin d'épidémie, la vraie question est de s'assurer de l'efficacité de cette stratégie et d'être certain que nous n'avons pas de circulation du virus. Donc, il faudra effectivement que l'on bénéficie de nouveaux tests, de tests rapides ou de tests accessibles plus facilement, notamment en ville. Nous aurons le temps d'ici quelques jours, quelques semaines, d'avoir des innovations importantes dans le champ du diagnostic, dans le champ de la stratégie diagnostique. Et puis, il y aura à être attentif, et les Chinois y sont déjà très attentifs, à ce que le virus ne revienne pas par des personnes qui voyagent et qui viennent d'une zone où le virus continue à circuler. C'est l'inquiétude actuelle des autorités chinoises, puisqu'elles ont réussi à quasiment éteindre l'épidémie sur le sol chinois, mais qu'elles sont évidemment très inquiètes que des voyageurs puissent réintroduire le virus en arrivant d'une zone où le virus circule activement. Une dernière question. L'usine nouvelle, en fait, souhaiterait poser une question complémentaire par rapport donc à l'éventuelle réquisition de respirateurs. Comment faire cela en lien avec l'Europe qui demande de partager les ressources ? Oui, nous avons une doctrine européenne de partage, et d'ailleurs elle est appliquée régulièrement sur la prise en charge, sur les tests, sur les stratégies thérapeutiques, notamment les protocoles de recherche. Et donc il y a une réflexion européenne et des partages européens en fonction des zones les plus touchées pour répondre aux enjeux de prise en charge optimale. Il y a des échanges quotidiens entre pays, il y a des protocoles thérapeutiques qui sont soutenus par l'Union européenne, et donc l'idée est que l'Europe unis ensemble fassent des progrès importants dans les stratégies de prise en charge, dans les stratégies diagnostiques, dans les stratégies thérapeutiques, voire dans la recherche vaccinale.